La Timère fut brûlée sur le bûcher avec Nicolas Ridley. Il aurait dit à Ridley: jouez le rôle d'un homme, maître Ridley. Nous allumerons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une bougie en Angleterre qui, j'espère, ne s'éteindra jamais. Dans la première partie, j'ai eu l'impression de lire une biographie de quelqu'un qui m'est très proche, et puis de retrouver à travers le personnage de Clarisse, la personne qui était très chère à mes yeux, qui euh, m'a fait découvrir ce livre quand j'étais adolescent, et au même moment où je lisais un livre du même style qui était 1984. On va peut-être commencer par le commencement. La préface. Brûler des livres. Fahrenheit 451. Euh, Ça me paraissait être un discours plutôt réactionnaire en fait. Puisque, en fait, tout ce concept de brûler des livres, pour moi, ça faisait référence à un nivellement vers le bas. Donc c'est la préface de Jacques Chambon, il me semble, dans l'édition Folio. Donc Folio, c'est Gallimard, je pense. Bref, c'est pas très important. Ce qui dit en substance le mec qui fait la préface, qui est également le traducteur, me semble-t-il, c'est que, en fait, brûler des livres, ça peut être une métaphore pour beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fahrenheit 451, au moins dans son principe, c'est une société dystopique euh, dans laquelle on brûle des livres. Et c'est les pompiers qui brûlent des livres. C'est-à-dire que les pompiers ne sont pas là, ne sont plus là pour éteindre le feu, mais plutôt pour allumer des feux euh, dans les maisons des gens qui possèdent des livres, pour brûler des bibliothèques ou simplement pour brûler la maison de quelqu'un qui détient un livre, qui aurait fait l'affront de détenir un livre. Et voilà, donc dans cette préface, le traducteur nous dit que brûler des livres, au final, ça peut s'apparenter à beaucoup de choses. Et il va même jusqu'à dire que traduire un livre, c'est... mal traduire un livre, pardon, c'est brûler un livre. Parce qu'il y a cet aspect de nivellement vers le bas. Alors, c'est un aspect qui est repris dans le livre. En fait, l'auteur nous parle deux fois, selon moi. Donc il y a trois parties. Et dans les deux premières parties, l'auteur nous parle directement. Non, l'auteur nous parle trois fois. Je viens de terminer le livre. Je suis encore un peu, j'ai pas encore brassé exactement tout ce qui a été dit dans la troisième partie. Mais l'auteur, dans les trois parties, nous parle une fois, plus ou moins, directement. Et c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. J'aurais aimé le lire quand j'ai été adolescent. Euh, donc ce que je disais en intro de cette vidéo, c'est que je lisais 1984 quand j'avais, je sais plus quel âge, 15-16 ans, j'en sais rien. Euh, Tandis qu'une fille que j'aimais beaucoup lisait Fahrenheit 451, plus ou moins simultanément, peut-être quelques années, quelques mois plus tard. Et j'avais gardé dans Fahrenheit 451 cette image de roman jeunesse, puisque j'étais jeune quand je l'ai vu. Donc je m'étais dit que, ayant lu 1984, je n'avais pas besoin de le lire. Eh bien, j'étais dans l'erreur. J'ai pris énormément de plaisir à le lire, puisque mes deux dernières lectures, là, c'était La Vague de Todd Strasser. C'est une merde, pas possible. Enfin, c'est un calvaire. Lisez-le si vous le souhaitez, parce que c'est pas long. Je pense que si on le torche bien, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Mais c'est infâme, ça n'a aucune valeur, selon moi. Hein. C'est dit que c'est tiré d'une histoire vraie, mais même ça, c'est plus ou moins. Enfin, vous ferez vos propres recherches si vous êtes intéressé, mais même le fait que c'est tiré d'histoire vraie, c'est plus ou moins faux. Et donc l'autre lecture que j'ai terminée avant d'entamer Fahrenheit 451, c'était Le vieil homme et la mer de Hemingway. Et ça, c'était un plaisir absolu. Euh, En plus, je l'avais lu sur une terrasse en étant un peu bourré, donc j'avais l'illusion d'être aussi rustique que le personnage principal. Euh, mais je pense que j'étais juste tout aussi vaseux que la mère dans le livre.
Elle était pas vaseuse, c'est juste moi qui étais vaseux. Bref, il y a un point commun entre Le vieil homme et la mer et La vague, c'est que ces deux livres sont extrêmement arides. Le style est assez sec, en fait. Pour l'un, c'est grandiose. Pour Hemingway, c'est voulu et ça sert le propos. Et ça rajoute de la violence, en fait, aux actions que vit le héros. Pour La vague, c'est un défaut. Et donc dans Fahrenheit 451, je ne lis pas beaucoup, hein, donc quand on lit que 2 livres en 6 mois, on oublie que la lecture, ça peut être quelque chose d'autre qu'une expérience un peu aride. Et là, j'ai retrouvé un plaisir, une explosion de couleurs que je n'ai même pas envie de décrire avec des mots ici, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas un quart de la poésie dont Ray Bradbury est capable dans ce livre. Je me demande ce qu'il aurait donné en anglais. Je trouve que la langue anglaise est très pauvre. Donc j'aurais bien voulu me contredire en lisant la version anglaise et en découvrant qu'en anglais on peut sculpter de magnifiques phrases. Mais là je l'ai lu en français et c'était quand même très bien. Plus que très bien. J'ai versé ma petite larme à la fin. Hein. Donc voilà. Génial. Reprenons là où j'en étais avec la préface, le traducteur qui nous fait ce discours de nivellement par le bas qui pour moi est un peu réactionnaire. Pour moi, quand j'entends quelqu'un me parler de nivellement par le bas, je m'attends à quelqu'un qui parle des productions de masse et puis qui pense que les productions de masse font état de l'art que représente. Enfin, je me perds dans ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on parle de nivellement par le bas dans la musique, en prenant la pop comme exemple, sauf que ce qui se passe en ce moment en musique, en vérité, à tous les points de vue, est révolutionnaire. Parce que la technologie fait que. Et puis on tord l'harmonie dans tous les sens de plus en plus, et il y a des mélodies de plus en plus audacieuses. Et on prend de plus en plus de plaisir avec des choses de plus en plus belles. Donc il n'y a pas de nivellement par le bas dans la musique, quand on regarde bien. Et c'est pour ça, c'est un exemple que j'ai pris, la musique, mais c'est pour ça que ça me semble réactionnaire, voilà, ce truc de nivellement par le bas. Il se trouve que dans la première partie, j'ai eu l'impression de lire la biographie en accéléré d'un de mes proches. Et de lire une partie de mon adolescence. Parce que c'est, je pense, un livre qui est surtout fait pour les adolescents, surtout dans la dernière partie. J'y reviendrai. Mais oui, cette première partie fait un constat d'une douleur que l'on vit, puisque ce livre a été écrit ou a été publié en 1953, mais fait état de la société dans laquelle on vit, mais d'une manière si actuelle. Alors évidemment, c'est de la science-fiction, et il ne se doutait pas que ce ne seraient pas des murs géants qui feraient office d'écran hypnotique. Ce seraient des smartphones, bien que il y ait une mention d'une espèce de smartphone dedans. Hein. Il a inventé le smartphone. Enfin, peut-être qu'il y a eu des gens avant, mais en tout cas, lui l'a décrit avant que le smartphone ne soit une réalité. Et donc voilà, cette première partie fait état d'une société dans laquelle on peut prendre le suicide et le malaise qui en découle et le mettre dans une petite boîte qu'on ferme à clé et dont on jette la clé le lendemain de sa tentative de suicide pour ne plus jamais en parler et continuer à enfouir son malaise sous des tonnes et des tonnes de divertissement. C'est assez terrible. Mais il y a une fêlure dans tout ça, c'est le personnage de Clarisse qui vient apporter un autre rapport au monde ou qui vient attiser une flamme. C'est ça qui est assez drôle dans ce livre, c'est qu'on parle beaucoup de flammes pour brûler les livres, mais en fait c'est un rapport au feu qui est premier et qu'on fait évoluer au fil du temps. Et dans la deuxième partie, on voit pas le feu pour brûler les livres, mais le feu qu'on a dans les livres ou dans notre cœur pour les livres. Et puis dans la troisième partie, un feu qui est total, peut-être
un rapport dialectique. Je vais pas m'avancer sur des trucs comme ça, je suis pas un grand lecteur ni un philosophe. Bref, tout ça pour dire que dans cette première partie, on a le personnage de Clarisse qui est une adolescente de 17 ans, qui est belle et qui apporte une fêlure, ou qui attise la fêlure du personnage principal, qui est Montag, Guy Montag, sacré nom. Et voilà, elle meurt. Elle meurt parce que le monde de Montag est trop triste. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec ma Clarisse à moi dans mon monde aussi. C'est que mon monde était trop violent pour qu'une Clarisse puisse advenir. Et donc elle a été coupée de ce monde. Voilà, je me livre. Première vidéo, je me livre. Y a quoi, hein. Et donc voilà, ça, cette première partie est très intéressante parce qu'on voit donc dans des pièces, dans une pièce, 4 murs, on voit que chacun de ces murs fait office d'écran, et que ces écrans prennent la place de la famille. C'est développé de manière très très horrible dans la troisième partie. Et voilà, c'est la distraction en fait. Ce qui est très très actuel dans ce roman, c'est ce rapport à la distraction et aux écrans qui nous hypnotisent. C'est-à-dire que la rapidité des actions qui se passent à l'écran, et qui est décrite dans Fahrenheit 451, je regarde juste à côté de l'objectif parce que j'ai le livre qui est juste là, faut que j'arrête. J'ai froid aussi, je sais pas pourquoi je me suis mis dehors pour tourner cette vidéo, mais ce que je veux dire c'est que la rapidité des actions qui sont montrées à l'écran dans ce livre est très actuelle et fait penser à TikTok, aux shorts, aux reels sur Instagram, aux shorts pour YouTube. C'est quelque chose d'affolant. Et il y a toute une critique d'une société de consommation médiocre. C'est surtout la médiocrité, le manque de profondeur et le fait de passer vite à autre chose, la rapidité qui est fustigée. J'ai l'impression de m'être vu en tant qu'adolescent, surtout quand il parle de ces conversations où, ça c'est dans la deuxième partie plutôt je crois, où quand on parle de quelque chose, de série par exemple, d'un thème, d'un sujet, où au lieu de rentrer en profondeur dans l'une ou l'autre thématique qui nous a vraiment touché dans cette série, on va plutôt faire une liste de séries. Est-ce que t'as vu Breaking Bad? Est-ce que t'as vu Narcos? Est-ce que t'as vu machin? Et c'est toujours ponctué de l'autre côté par un oui, qu'est-ce que c'était bien. Et il y a toujours ce manque de profondeur, et ça, cet exemple particulier que je donne au niveau des séries, mais ça pourrait être pour autre chose, dans mon adolescence, je l'ai beaucoup vécu. Et si je pouvais me parler en tant qu'adolescent, si toi tu es adolescent, tu regardes cette vidéo, qui au demeurant doit être peu montée et peut-être un peu barbante, si tu es adolescent et que tu as du mal avec le monde, ne te renferme pas sur les analyses de Fahrenheit 451. La médiocrité, c'est acceptable parfois. Des fois, on échange juste des émotions. Et voilà. Mais, ça, je ne le savais pas quand j'étais adolescent. Et ce livre a très très bien décrit ce que je pouvais ressentir comme frustration sociale quand j'étais adolescent au niveau de la médiocrité que certains pouvaient afficher. Je me sens tellement hautain quand je dis ça, c'est abusé. Mais c'est comme ça, je l'assume. Tu vas faire quoi, hein? Deuxième partie. Non, première partie, on va conclure. Ce qui moi, m'a un peu déchauffé, parce que la première partie, j'étais à fond. J'étais vraiment à fond, je me disais, mais ce livre parle de moi. Comment est-ce que c'est possible qu'un livre qui a été fait il y a aussi longtemps puisse parler de moi? C'est une question qui reviendra peut-être pour la prochaine vidéo. Puisque j'ai une idée de ma prochaine lecture, et que le but est de faire une lecture, une vidéo. Cette chaîne YouTube est un journal de bord pour moi. Si dans la première partie j'ai eu l'impression vraiment qu'on parlait de moi de manière presque indiscrète et de mes proches, à la fin je me suis un peu renfermé parce qu'il y avait ce discours de nouveau de nivellement vers le bas qui est un peu revenu. Entre autres. Il y avait des choses, donc c'est à la fin de la première partie, où il y a le bourreau, on va l'appeler,
qui fait un discours au personnage principal, mais en vérité c'est l'auteur qui s'adresse directement à nous pour expliquer le monde dans lequel l'auteur vit. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Et il y a plusieurs choses, malheureusement je l'ai lu en longtemps et comme vous pouvez le voir j'ai le coude qui est cassé donc je suis incapable de prendre des notes, ce qui est très dommage parce qu'il y a des passages qui étaient magnifiques. Euh, Plusieurs passages qui étaient magnifiques, faut lire le livre, je vais pas tous les citer mais puis je me souviens pas de tous. Mais où parfois il y a simplement une phrase qui vous sidère, qui vous met une image en tête qui est spectaculaire. Et avec des mots. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le lire en anglais, parce que c'était très beau. Et donc voilà, j'ai pas pu prendre de notes. Et ce discours, c'est la première occurrence de l'auteur qui nous parle directement. Deuxième partie, après que le bourreau nous ait parlé. Ce qui est assez drôle avec cette histoire de bourreau, c'est que avec 1984, ou en tout cas les souvenirs que j'en ai, puisque de nouveau ça fait longtemps que j'ai pas remis les mains et les yeux dedans, c'est que il y a deux archétypes de personnages qui m'ont assez frappé. La première partie de ma lecture, je l'ai faite en parallèle vraiment avec 1984, c'était ma référence, et il y avait ce bourreau qui est un peu similaire dans Fahrenheit 451 et dans 1984, puisque c'est une personne qui s'oppose idéologiquement au personnage principal et qui représente un système à lui tout seul. Ils ont des manières d'être et des manières de se dénouer, de dénouer leurs arcs narratifs de manière très différente. Mais ça reste un archétype que j'ai l'impression de détecter avec un autre qui est celui de, c'est assez drôle, la femme traîtresse et conformiste qui, à la fin de 1984 et de Fahrenheit 451, se comporte en un sens de la même manière. Ça n'a pas les mêmes implications. Dans l'un, il y a cette interprétation qu'il y en a une qui décide de perdre son universalité, ou son individualité plutôt, pour aller rejoindre une universalité terrifiante, alors que dans Fahrenheit 451, eh bien, elle décide de trahir ce qu'elle pense ne pas être sa famille, c'est pas très clair. En tout cas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle condamne son âme, hein, puisqu'elle meurt à la suite de ses bêtises, en un sens. Elle est punie, hein. Alors que Faber, lui, n'est pas puni. Il a sauvé son âme et il en est remercié parce que in extremis, au dernier moment de sa vie et au dernier moment avant que, je spoil, avant que la bombe éclate sur la ville, eh ben, il est sauvé, hein. euh, la fêlure s'amplifie et le personnage principal a besoin d'être sauvé. Et donc, à la fin de cette deuxième partie, il me semble que c'est à la fin, il y a l'auteur qui nous parle à nouveau. Cette fois, c'est pas à travers le bourreau, mais à travers le sauveur du personnage principal. Et il nous dit des choses magnifiques. Des choses magnifiques. Là, j'ai été très content par contre de lire l'auteur, j'avais aucune réserve. Et c'est là où il fait passer du feu sur les livres, au feu dans notre cœur pour les livres. Et il nous donne envie de lire en fait. Quand il parle par exemple de Hercule et Anté, Anté qui est le plus grand lutteur machin de la Grèce et qui s'en sort parce qu'il a des jambes très musclées, très fortes, qui le maintiennent au sol, mais une fois qu'Hercule soulève Anté et qu'Anté n'est plus en possession de ses racines, en fait il est très facile à battre. Et il y a quelque chose qui est très beau aussi par rapport à ce symbole, un de ces nombreux symboles, ou un de ces nombreux résumés d'histoire ou petites citations qu'il peut donner. Euh, En parallèle de ça, il y a le moment où Montag vient montrer la Bible chez son sauveur, chez Faber. Faber, je sais pas comment on dit. Faber, est-ce que ça ressemble pas à Fable? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas une théorie One Piece. J'aime beaucoup One Piece. J'aime beaucoup One Piece. Même si je trouve que c'est mauvais, mais j'aime beaucoup One Piece. Mais du coup, ce moment où le personnage principal amène la Bible à Faber et que ce dernier
n'est pas croyant, il le dit, et pourtant il tremble et il a une espèce de respect et d'admiration un peu, je sais pas surnaturel le mot, mais c'est pas irréaliste non plus, c'est irrationnel face à ce livre. Euh, Justement, ses racines, ses fameuses jambes dentées. Bref, cette deuxième partie est belle et c'est vraiment une belle manière de reprendre la lecture pour moi et de reprendre peut-être la lecture en général, d'avoir envie de lire à nouveau. C'est cette deuxième partie. La troisième partie, en revanche, c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé lire ce livre quand j'étais adolescent. Euh, c'est que au final, bon, j'ai eu un peu plus peur de la guerre, hein. Déjà que j'ai déjà fait des rêves avec des avions, puisque c'est trop personnel, je ne sais pas. De toute façon, Facebook connaît tout sur moi, Google connaît tout sur moi, donc c'est parti, carte sur table. J'ai déjà fait des rêves avec des avions qui me bombardent, j'ai l'impression d'être euh, comme dans Watchmen, d'être totalement apeuré par une bombe. J'ai peur. J'ai vu des avions militaires passer le jour de la fête nationale belge ou la veille. C'est des avions militaires qui sûrement s'entraînaient pour la parade du lendemain. Et j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ça m'a rappelé la même sensation que dans mon rêve. Et Fahrenheit 451 n'a fait que ça à la fin. Enfin, non, n'a pas fait que ça, il a fait bien plus. Mais il a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il m'a fait extrêmement peur. Il m'a fait prendre conscience que les guerres, ça faisait peur. Ce qui est aussi assez intéressant avec le rapport au ciel, de nouveau je fais un parallèle avec 1984 et Fahrenheit 451, c'est un rapport au ciel qui est assez obscurantiste, où en fait la guerre, euh, qui est plus ou moins froide, plus ou moins chaude pour l'un et l'autre, et puis qui est totale à la fin de Fahrenheit 451, euh, nous ramène à un rapport au ciel très étrange parce que tout au long des deux histoires, si je me souviens bien, il y a des bombardiers, des avions et différents oiseaux de mort qui se retrouvent à survoler le ciel. On ne sait pas exactement dans quel but et pourquoi. Et en fait, il y a ce rapport presque archaïque qui revient d'avoir peur du ciel et des châtiments divins que ce dernier peut semer et dispenser. Et ça me fait penser à un gars à qui j'avais parlé qui était parti en Ukraine pour s'engager en tant qu'infirmier, si je me souviens bien, sur le front, et qui me disait que maintenant, à Bruxelles, quand il y avait des avions qui passent, il avait peur. Voilà. J'imagine que ça doit être quelque chose de documenté, le syndrome post-traumatique que tu as après la guerre quand tu entends des bruits d'avions ou des bruits qui viennent du ciel. Mais voilà, il y a ce rapport obscurantiste au ciel qui revient avec la guerre. C'est terrible. Peut-être qu'un jour, on construirait une pelle assez grande avec tous les souvenirs qu'on a des guerres passées pour enterrer la guerre pour de bon, mais c'est pas pour demain, apparemment, vu l'état du monde. Donc voilà, ceci étant dit, j'aurais aimé le lire quand j'étais adolescent quand même, euh, puisque il y a un tel réconfort, ou adolescent, ou d'ailleurs dans une transition difficile. Je pense que n'importe qui est dans une transition difficile, qui fait face à une sorte d'inconnu dans sa vie, peut bénéficier de cette fin, dans laquelle il y a une espèce de grand-père qui vous prend sur ses genoux et qui dit allez, ça va aller. Une autre raison qui me fait dire que ce livre est un peu pour adolescents, c'est la manière dont Montag, le personnage principal, agit. Il a une telle naïveté, une telle candeur, une telle impulsivité dans ses actes. Et surtout quand il se retrouve à la fin face à des gens qui sont passés par les mêmes épreuves que lui, mais peut-être 20 ou 30 ans plus tôt, et qui ont une culture qui est bien plus grande, et un calme surtout bien plus grand. En fait, t'as l'impression de voir un adolescent révolutionnaire qui se retrouve face à des vieux loups de mer qui sont là depuis longtemps et qui ont bien compris que leur mission allait au-delà de leur simple vie et qu'il s'agissait de l'humanité tout entière quelque part. C'était une mission qui engageait leur espèce tout entière. Et donc voilà, c'est aussi
une invitation au calme et au travail sur le long terme. Il y a néanmoins quelque chose que je vois avec 1984. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la manière dont j'ai découvert ce livre, c'est que c'est la première et seule dystopie que j'ai lue, 1984, et en même temps, quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi lisait ce livre qui était aussi une dystopie, donc il y avait une sorte de, je sais pas, de dualité qui se formait. Euh, et c'est une dualité dans la première partie que j'ai beaucoup appréciée, de par les souvenirs très rêches, froids et pas sombres, au contraire très lumineux mais sans ombre. Un autre type de cauchemar que La Peur du Noir, que 1984 m'a laissé. C'est le souvenir et la sensation, l'empreinte qu'il m'a laissé, ce livre. J'ai pas pu m'empêcher dans la première partie de le comparer à Fahrenheit 451. Euh, et de me rendre compte à quel point la froideur dont moi je faisais preuve quand j'étais adolescent et que je le lisais euh, était exactement mise en parallèle avec la couleur et l'explosion de sensations qui est mise dans Fahrenheit 451 et la personne qui le lisait à l'époque et ce qu'elle représentait pour moi. Donc ça, j'étais très content de relire ce livre et de me dire que d'y trouver du sens en fait. Euh, voilà, c'est un parallèle que je trouvais beau pour ma vie personnelle. Et c'est l'avis que j'ai sur Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.